il n'eut d'abord aucune idée de l'heure, ni de l'endroit où il se trouvait. Il ne comprit pas non plus la nature de ce qui l'avait réveillé. En réalité, c'était un rythme qu'il avait atteint au fond de son sommeil. Un peu comme, dans une rue latérale à celle où passe une musique militaire, on se met malgré soi à marcher en cadence. Or, ce rythme était marqué par un grincement métallique. Et à la fin, tout à la fin, au moment d'ouvrir les yeux, Alain avait perçu un gémissement humain, scandé, modulé, une plainte étrange, une plainte heureuse comme il n'en avait jamais entendu de sa vie. Autour de lui, c'était l'obscurité. Il était à l'hôtel, et il s'en souvenait maintenant. À l'hôtel du commerce, en face de la gare, où il s'était installé avec sa sœur pour une nuit ou deux. Ils avaient dîné en tête-à-tête, dans la salle à manger aux petites tables blanches, où un dressoir gigantesque, en acajou, avait une solennité de grandes orgues. Il revoyait les nappes empesées, les serveuses en noir et blanc, en bonnet, les bouteilles de vin rouge et les serviettes posées en éventail dans les verres. Il se souvenait de l'odeur, du tic-tac de l'horloge à large bord noir, du geste de Corinne pour se repoudrer après le repas. « Je me couche tout de suite », avait-il annoncé. Il n'était que 8h30, mais il avait peu dormi les nuits précédentes. « Moi aussi », avait répliqué sa sœur. Elle avait cependant emporté un journal pour le cas où elle ne parviendrait pas à s'endormir. Il s'était dit bonsoir dans le couloir. Il était déjà couché quand elle avait voulu ouvrir sa porte. « Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mis le verrou et je suis au lit. »« Alors ça va. Bonsoir. Je venais voir si tu étais bien. » Il avait sombré, et maintenant, il fixait une raie lumineuse, du même côté que le bruit. Il restait dans le noir. Sa main ne se tendait pas pour atteindre la poire électrique à la tête de son lit. Il se souvenait. Une cloison le séparait de la chambre de sa sœur. Elle avait le 7 et lui le 9. Il n'avait pas vu la porte de communication, tout à l'heure, parce qu'elle était masquée par une armoire. Seulement, le corps de l'armoire ne descendait pas jusqu'au plancher. Entre ses pieds, sous la porte, il y avait 2 bons centimètres de jeu. C'était la première fois que cela lui arrivait. Mais Alain comprit le sens du rythme, du gémissement, et il rougit en pensant que c'était sa sœur qui gémissait de la sorte, avec, parfois, un curieux petit sanglot. C'était sa sœur qui lui donnait, et le soir de l'enterrement de son père, la révélation d'une chose qu'il ne connaissait que vaguement, et pour laquelle il avait toujours ressenti, d'instinct, une certaine répugnance. Sans doute parce que ses camarades qui en parlaient, au collège, le faisaient d'une façon sale. Sans doute aussi parce que les femmes qui le frôlaient parfois dans l'ombre de certaines rues obscures, en lui adressant la parole, et qui pour lui synthétisaient tout cet ordre de choses, avaient des mots ignobles, des gestes répugnants. Alain aurait voulu se boucher les oreilles, et c'est en vain qu'il enfonçait sa tête dans l'oreiller. Le rythme le poursuivait. Et voilà qu'une voix d'homme s'y mêlait, que le gémissement s'accroissait jusqu'à devenir un cri. Après quoi, il y avait soudain un silence. Enfin, dans le vide sombre de ce silence, un rire. Un petit rire jeune et frais, le rire de Corinne. « Je suis morte, » disait-elle. « Moi qui ne voulais pas ce soir. Est-ce que j'ai crié ?»« Un peu, » répliquait Fabien avec satisfaction. Ils ne bougeaient ni l'un ni l'autre. S'ils avaient fait encore le moindre mouvement, Alain les aurait entendus, tant le plus léger bruit lui arrivait distinctement. Malgré lui, il les imaginait tous les deux, et un moment, il se demanda s'il aurait le courage de s'habiller et de sortir, d'aller n'importe où, de ne plus revenir tant les images qu'il évoquait
lui était pénible. Pourvu qu'Alain n'ait rien entendu. Et le chirurgien de plaisanter, je suppose qu'à son âge, il sait ce que c'est. Passe-moi une cigarette. Alors seulement, Fabien se leva. Il marcha dans la pièce, pieds nus. On entendait nettement le bruit caractéristique des pieds nus sur le linoléum, puis le craquement de l'allumette. Tu n'as pas froid? Je trouve au contraire qu'il fait trop chaud. Il faudra que je ferme le radiateur avant de m'endormir. À propos d'Alain, il est légèrement embêtant, celui-là, avec son obstination à rester ici. Il n'aurait pas pu aller à Paris avec sa mère, au moment où tout allait si bien, où nous étions enfin tranquilles. Il ne nous collera pas longtemps, tu verras. Je le connais. Je suis sûr que, dès qu'il aura trouvé du travail, il voudra vivre seul. En attendant, tu viendras me voir en son absence. On en sera quitte le soir pour l'envoyer au cinéma. Il y a le téléphone dans l'appartement? Je l'ai fait installer. J'y ai pensé aussi. Un silence à nouveau. Non, pas tout de suite, Paul. J'ai eu une dure journée, tu sais. Tout s'est bien passé? À peu près. Les bijoux? Je suis sûr que maman les a, mais je ne suis pas parvenu à le lui faire avouer. C'est crevant. Elle ne t'a pas demandé ce que tu allais faire? À peine. Elle s'en doute, mais elle préfère ne pas l'entendre dire. Alain ne bougeait pas. Il restait couché, tout raide, les nerfs tendus, et respirant à peine. Quand ils recommencèrent à côté, il serra les poings, mais ne bougea toujours pas. Depuis longtemps, il avait pensé, plus exactement il avait senti, que Corinne était ainsi. C'est pourquoi il était si gêné quand elle se montrait presque nue, parfois toute nue devant lui, avec sa chair trop pleine, trop vivante, qui faisait penser justement à ce qui se passait dans la chambre voisine. Pourquoi fallait-il que ce fût sa sœur? Est-ce qu'il y en avait beaucoup d'autres comme elle? Il se le demandait. Il ne voulait pas le croire. Cela le choquait dans la conception qu'il avait de la vie, des hommes et des femmes, des rapports entre les êtres. Est-ce que sa mère était ainsi, elle aussi? Il se posait la question tout à coup. Il préférait répondre non. Il aurait tout donné pour pouvoir répondre non. Mais il se souvenait de paroles entendues, de l'histoire de son premier mari, puis de son remariage. S'il y avait eu flagrant délit, comme Corinne le prétendait, c'est qu'elle retrouvait Eugène Malou en cachette. Dans un hôtel comme celui-ci? Il s'efforçait de ne pas y penser, et il y pensait malgré lui. Il se mettait à classer les gens qu'il connaissait, ses proches surtout, en ceux qui étaient comme ça, et les autres. Son père, par exemple. Il n'avait pas ces yeux pétillants, ce sourire jouisseur du chirurgien Fabien. C'était un homme qui ne s'inquiétait que de son travail. Et pourtant, quand Alain pensait à la première femme de son père, à cette créature qui avait soudain surgi du passé, il se voyait forcé de corriger son jugement. Son père aussi? Tout le monde, alors? Ce n'était pas possible. C'était trop sale. Cela lui faisait mal. Quand ses camarades, au collège, l'œil allumé, un drôle de sourire aux lèvres, un sourire pas franc, se réunissaient pour se raconter des histoires de ce genre-là, et s'écartaient écœurés. Il n'était pas loin de penser que cela n'existait pas, qu'ils inventaient, que les choses ne se passaient pas comme ça. Or, il découvrait qu'il ne mentait pas, que c'était vrai, que sa sœur en était, peut-être sa mère. Sa tante Jeanne aussi, pourquoi pas, qui se maquillait à 50 ans. Il avait envie de fuir, d'être seul. Est-ce que François Foucret... Non, celui-là était trop propre, solide. Alain irait le voir le plus tôt possible. Pas avant d'avoir trouvé une place, car Foucret voudrait l'aider, et il tenait, lui, à s'en tirer seul.
Il était indispensable de trouver une place tout de suite. Il n'irait pas coucher chez sa sœur, comme celle-ci l'y avait invité. « À vous, disait-elle, à côté, en fumant une seconde cigarette, que tout s'est merveilleusement arrangé pour nous. La mort de leur père, sans doute. Alain ne voulait plus revoir Corinne. Tout à l'heure, quand ils auraient fini à côté, quand Fabien s'en irait, il se lèverait sans bruit et partirait. Est-ce qu'il laisserait un petit mot en disant, par exemple, « J'ai tout entendu » ? À quoi bon ? Corinne ne se soucierait pas de lui. Tant mieux s'il n'était pas là. C'était autant de gagné. Il ne pleurait pas. Il ne pleura pas de la nuit. Il était terriblement fatigué, et, à la fin, il ne savait plus s'il rêvait ou s'il était éveillé. À quel travail se livrait-il ? Il faisait des parts, mettait d'un côté certaines gens, d'un autre côté des personnes qui lui semblaient différentes. Mais ce n'était pas assez. C'était plus compliqué que cela. Il découvrait des quantités d'espèces. Eux, par exemple, les Malous. Ils étaient évidemment différents des autres. Son père ne ressemblait à personne qu'il connaissait. Il était bien d'une race à part. Toute la maison en était marquée. Sa mère, Corinne, lui-même, faisait partie d'un monde qui était le monde Malou. La preuve, c'est que la sœur de sa mère, la tante Jeanne, qui avait le même sang que sa mère, qui avait reçu une éducation identique, était fort différente, et leur apparaissait à tous comme une étrangère. Et Bertrand, son fils. Il n'y avait aucun point commun entre lui et Alain. C'était si vrai que Bertrand, pendant 2 jours, l'avait regardé sans cesse avec curiosité et avec envie. Mais Alain, de son côté, était nettement différent de Corinne. C'était très compliqué. Peut-être dormait-il à moitié ? Il avait la sensation d'un cheminement lent et pénible, d'une découverte nécessaire, et il s'efforçait d'aller toujours plus loin dans la compréhension. Comment n'avait-il jamais envisagé ces questions-là, pourtant essentielles ? Comment avait-il pu vivre autant d'années au milieu des siens sans prendre la peine de les regarder ? Il n'était pas un enfant, il savait des tas de choses, mais c'était comme s'il les avait ignorées, parce qu'il se contentait de les enregistrer machinalement sans les connaître. « Tu t'en vas déjà ?»« Il est 1h, répondit l'homme. C'est ainsi qu'Alain apprit qu'il n'avait presque pas dormi, que Fabien était arrivé alors qu'il venait, lui, à peine de se coucher. « Tu m'enverras ta voiture pour les bagages ? Tu ne crains pas que ton frère... Ne t'en fais pas pour lui. Ou bien il s'habituera, ou bien... » Il se rhabillait. On l'entendait se rhabiller. Le frôlement des vêtements, le bruit des chaussures. Puis ils s'embrassaient. Corinne, à son tour, marchait pieds nus jusqu'à la porte pour tirer le verrou, tandis que Fabien tâtonnait pour trouver le commutateur du palier. La lumière resta allumée pendant près d'une demi-heure. Est-ce que Corinne lisait le journal en fumant une dernière cigarette ? Je partirai avant qu'elle se lève. Il n'avait pas d'argent. C'était sa sœur qui avait les 10 000 francs laissés par sa mère pour eux deux. Il aurait dû réclamer plutôt sa part. Qu'est-ce qu'il ferait, le lendemain, sans argent, dans la rue ? Il n'avait rien à vendre, que quelques vêtements sans valeur. Est-ce que d'autres locataires avaient entendu comme lui les gémissements de Corinne ? Peut-être le rencontrerait-il le lendemain, en bas, et le regarderait-il avec insistance. Des images l'assaillaient, qu'il s'efforçait de repousser. Puis ces images se déformèrent, devinrent grotesques, preuve qu'il dormait, et quand on frappa à sa porte, il faisait grand jour. « Alain ! Alain !» Il grogna. « Ouvre ! Qu'est-ce que tu fais ?
Il ouvrit machinalement avant de se souvenir de ses résolutions de la veille. Elle n'était pas habillée. Elle était en peignoir. « Tu m'as fait peur, » dit-elle. « Pourquoi ? Voilà 5 bonnes minutes que je frappe. Je me demandais si tu étais déjà sorti. » « Quelle heure est-il ? 9 heures. » En effet, on entendait du bruit à tous les étages de l'hôtel. Il y avait des heurts de vaisselle en bas, une camionnette dans la cour, une servante qui maniait l'aspirateur électrique sur le tapis du corridor. Alain avait replongé dans son lit pour ne pas se montrer en pyjama, car il était d'une pudeur chatouilleuse. Il se demanda un instant si sa sœur, après ce qui s'était passé, oserait s'asseoir sur son lit. Elle le fit le plus tranquillement du monde. Pourquoi rougit-il ? À quoi pensait-il exactement en détournant le regard ? On viendra nous chercher en voiture à 10 heures. Pas moi. Qu'est-ce que tu dis ? Que je n'irai pas. Tu es fou ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux que tu me donnes une partie de l'argent que maman t'a laissé pour nous. La moitié ou ce que tu voudras, ça m'est égal. Je trouverai une chambre dans une petite pension, et qui t'a mis ces idées-là en tête ? Elle regarda machinalement la cloison et dut avoir un soupçon. Puis elle préféra repousser les pensées désagréables. Comme tu voudras, mon pauvre Alain. Nous ne nous serons quand même pas entendus longtemps, n'est-ce pas ? Combien veux-tu ? Ça m'est égal. 3 000 ? Elle trichait. Pourquoi ne pas partager équitablement ? Un garçon a moins de frais qu'une femme. Tu trouveras une place plus facilement que moi. Il regardait d'un air buté la fente brillante entre les rideaux. Il lui sembla qu'il y avait enfin du soleil dehors. Je vais te les chercher. Pour en être quitte. Et elle revenait en effet avec les 3 billets de 1000 qu'elle posait sur la toilette. Je t'inscris mon adresse. Viens me voir quand tu voudras. Tiens-moi au courant. Si t'as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Elle était debout et elle le regardait avec, tout à coup, une certaine tendresse, peut-être due au remords, dans le regard. Elle se pencha sur lui, le frôla de sa poitrine douce, l'embrassa sur les 2 joues, sur le front. Pauvre vieux frère, va. Parce qu'elle sentait bien, sans doute, qu'il n'était pas comme elle, comme eux, et elle en avait pitié. Tu auras toujours un lit chez moi. Il ne bougeait plus. Les yeux fermés, il attendait avec impatience d'être seul pour pouvoir pleurer à son aise. À midi, déjà, il avait trouvé une place où il commencerait à travailler dès le lendemain. Est-ce que ce n'était pas un miracle ? Miracle aussi. Premier miracle, ce soleil frais, mais brillant, qu'il accueillait dans la rue. Et miracle, cette vie allègre, bruissante, bourdonnante, qui l'entourait, le cernait de plus en plus près à mesure qu'il s'approchait du cœur de la ville. Cette ville de 10 heures du matin, il ne la connaissait guère, car, à cette heure-là, d'habitude, il était au collège. Le va-et-vient des camions, des voitures de livraison, l'agitation des ménagères dans les boutiques, le pénétrait à son insu d'une sorte de joie qui ressemblait au goût de la vie. Même la vue d'un garçon de café qui frottait au blanc d'Espagne les vitres d'une brasserie l'intéressa assez pour le faire s'arrêter un bon moment sur le trottoir. Il marchait au hasard, sans but précis. S'il savait qu'il cherchait une place, il n'avait pas la moindre idée de la porte à laquelle il frapperait. 2 ou 3 fois, il pensa à François Fouqueray. Il se réjouissait d'aller le voir, de lui parler longuement, mais pas avant de s'être tiré d'embarras. À 100 mètres du Café de Paris, dans la rue du Tram, là où le trottoir est le plus étroit, des hommes qui hissaient un piano vers une fenêtre le forcèrent à s'arrêter un instant. À cet endroit-là, il y avait une vitrine sombre, surmontée des mots
Jaminet frère, imprimeur. Derrière les vitres ternes, on voyait des faire-part, des brochures, des cartes de visite, et, dans un coin, un écriteau manuscrit. On demande jeune homme débutant pour le bureau. Il savait qu'il existait 2 grosses imprimeries dans la ville. Il ne s'en était jamais préoccupé, mais il le savait. L'autre, tenue par M. Biglois, c'était la mauvaise, parce qu'elle imprimait le phare du centre, qui avait si durement attaqué son père les derniers temps. C'était une maison où l'on faisait surtout de la politique. M. Biglois, un gros homme mal soigné, était conseiller municipal et s'était présenté 2 fois à la députation. L'imprimerie Jaminet était celle des gens bien pensants et de l'évêché. C'était curieux, car Eugène Malot était plutôt un homme de gauche, un ancien anarchiste, s'il fallait en croire les échos. Et c'étaient les gens de gauche qui s'étaient acharnés sur lui. « Monsieur Jaminet, s'il vous plaît. » Le bureau était peu éclairé. Il n'y avait guère de soleil que dans la cour, où l'on voyait, sous un hangar, des charrettes à bras et des ballots de papier. Une dactylo, qui tapait près de la fenêtre, ne faisait pas attention à lui. Un homme maigre, qu'il avait déjà vu, mais dont il se souvenait à peine, le regardait avec une certaine surprise. Ce n'est que plus tard qu'Alain pensa qu'il l'avait évidemment reconnu, que bien des gens qu'il ne connaissait pas, lui, savaient qu'il était le fils d'Eugène Malot. De quoi s'agit-il ? C'est au sujet de la place. Une lueur d'étonnement, une hésitation. Vous permettez ? Ça concerne mon frère. Je vais voir s'il est à l'atelier. Il resta longtemps dehors. Sans doute, et c'est après aussi qu'Alain y pensa, discutait-il de ce qu'il devait faire. Ils étaient 2 Jaminets, qu'on distinguait à peine l'un de l'autre, bien qu'il y eût 3 ans de différence entre eux. Tous les 2 étaient maigres, avec le teint jaune des hépatiques. Tous les 2 étaient mariés, avaient des enfants et vivaient dans la même maison dont ils se partageaient les pièces. Jaminet entra sans son frère, qu'Alain avait vu le premier. « Voulez-vous nous laisser un instant, mademoiselle Germaine ?» Il était visiblement embarrassé. « Asseyez-vous, monsieur. Monsieur Malot, n'est-ce pas ?»« Alain Malot, oui. Mon frère me dit... J'ai vu que vous cherchiez un employé. »« Évidemment, évidemment. Comme je dois abandonner mes études pour gagner ma vie... » « Je comprends, monsieur Malot, je comprends. Je prépare le bachot pour l'été prochain. Je ne sais pas si ça vous suffit. » Un geste de la main qui signifiait qu'il n'était pas question de cela. Par un guichet vitré, on découvrait un hall assez vaste, au mur d'un blanc cru, où s'alignaient des machines noires et nettes, comme dessinées à l'encre de Chine. Et la plupart de ces machines, un homme silencieux penché sur elles, fonctionnait avec un ronronnement léger d'engrenages bien huilés. « Je croyais que votre famille quittait la ville. J'ai décidé d'y rester, pour autant que je trouve une place, bien entendu. »« Je comprends. » C'était Jaminet, des 2, le plus embarrassé, surtout que son interlocuteur le regardait avec des yeux calmes et candides. Vous ne pensez pas que ce nouveau genre de vie va vous paraître bien pénible ? J'y suis préparé. Votre père a été un de nos clients. Il ne dit pas s'il avait payé ses factures. Vraisemblablement, ne les avait-il pas payées toutes. Je serais très heureux de vous être utile. Je ne vous cache pas, cependant... Il était ennuyé. Il tirait machinalement sur ses doigts. Voyez-vous, monsieur Malot, c'est une place de débutant. J'ajouterai une place où il n'y a pas beaucoup d'avenir. Mon frère et moi suffisons pour toutes les questions importantes. Le secrétariat est assuré par mademoiselle Germaine, qui est chez nous depuis 8 ans. Le poste pour lequel nous cherchons un jeune homme... Est-ce qu'Alain écoutait ? Depuis quelques instants,
Il avait la ferme volonté d'obtenir ce poste, quel qu'il fût. Il n'aurait pu dire pourquoi. Ces bureaux sombres, ces murs couverts d'affiches et de calendriers, cette odeur d'encre et d'huile chaude, de papier, de colle, ces machines noires dans le hall blanchi à la chaux, et jusqu'à ces charrettes à bras dans le hangar, tout cela constituait à ses yeux un univers calme et rassurant, auquel il éprouvait le besoin impérieux de s'intégrer. Permettez-moi, avant tout, de vous expliquer en quelques mots en quoi consiste le travail. Je suppose que vous n'avez aucune notion du métier. Il fit signe que non, franchement. Dans son esprit, il classait déjà Jaminet. Les deux Jaminet, avec leur timidité, leur bonne volonté, leurs vêtements pas très bien coupés, les deux ménages vivant dans la maison. On entendait des enfants courir au premier étage. Il les classait dans une catégorie différente de ceux à qui il avait pensé cette nuit en fixant le trait de lumière sous la porte de sa sœur. Pas ceux-ci, sûrement. Leur maison lui faisait penser à la paix des églises où il n'était entré qu'à l'occasion de mariage ou d'enterrement. Il y a d'abord le courant, dont vous n'aurez guère à vous inquiéter. Était-ce une façon de parler ou une promesse? Pour Alain, ce fut comme s'il était déjà un des leurs. Et toute sa vie, il devait garder de la reconnaissance à Jaminet Junior pour ce mot-là. Je parle des menus travaux d'impression, carte de visite, faire-part, prospectus. C'est la clientèle locale, et mademoiselle Germaine s'en occupe fort bien. Il y a aussi les affiches pour les troupes de passage et les deux cinémas. Le plus important, ce sont nos journaux, nos bulletins et nos almanachs. Nous avons 2 linotypes qui travaillent toute la journée. Alain ignorait ce qu'étaient des linotypes, mais le mot lui plut. Tout lui plaisait dans ce qu'il découvrait ici. Si curieux que ça paraisse, nous travaillons pour une clientèle très éloignée. Par exemple, nous imprimons chaque semaine un journal qui paraît à La Rochelle et qui compte près de 3000 abonnés. Nous avons un autre journal pour Orléans, sans compter un certain nombre de bulletins diocésains et paroissiaux. C'est nous aussi qui imprimons le bulletin hebdomadaire de la boucherie française, parce que nos prix sont très inférieurs à ceux de Paris et de la plupart des grandes villes. Une trentaine de publications en tout, auxquelles il faut ajouter des almanachs périodiques, surtout les pèlerinages. Il montrait, dans les casiers, des boîtes pleines de fiches. Pour les abonnés, l'expédition de ces publications se fait ici même. Il y a donc des listes à tenir à jour. Les changements d'adresse, les bulletins de réabonnement à expédier en fin d'année, et ça va être le moment. Ce travail de fiche est assez monotone, je ne vous le cache pas, et cependant il demande un soin minutieux, car les abonnés sont susceptibles, et la moindre erreur nous vaut des réclamations. Je crois que je pourrais m'en tirer, dit Alain. Jaminet hésitait toujours. Alors, Alain crut comprendre qu'il se demandait s'il était comme les autres Malot. Voilà, en somme, ce qui l'inquiétait. Est-ce que ce travail-là était un travail pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie dans la maison Malot, qui était lui-même un Malot? Vous savez, monsieur, je suis très minutieux. Je peux rester des heures penché sur un même travail. Si vous vous informez auprès de mes professeurs, ils vous le diront. Il avait tellement peur d'un mot qui anéantirait ses espoirs, et une telle envie de faire partie de la maison Jaminet. Quant au traitement, j'allais vous en parler. Je suis seul maintenant. Je n'ai pas beaucoup de besoins. Je compte m'installer dans une pension de famille et, comme il me reste assez de vêtements, il me suffit de gagner de quoi payer ma nourriture et ma chambre. Votre maman est encore ici? Elle est partie hier. Il rougit. Il craignait qu'on lui parlât de sa sœur. Vous n'avez pas préféré tenter votre chance à Paris? C'est curieux. On aurait dit qu'il comprenait. Pourtant, c'était un homme qui menait une vie paisible et sans complications. Vous permettez un instant? Il ouvrit le guichet, appela. Émile!
C'était son frère, celui qu'Alain avait vu en premier lieu et qui ne tarda pas à pénétrer dans le bureau. Monsieur Malou est décidé à tenter un essai. Il est plein de bonne volonté. Je l'ai mis au courant du travail qu'on attendait de lui. Alain flaira un danger. Le frère aîné, derrière son dos, devait adresser à l'autre des signes de mécontentement. « Viens un moment, » dit le plus jeune. « Vous nous excusez, monsieur Malou. » Et ils allèrent dans l'atelier, où Alain les vit discuter debout devant une grande table de métal. Le plus jeune revint seul après quelques minutes. Il avait gagné la partie, mais n'en paraissait pas très fier. « Je vous demande de comprendre notre hésitation. D'habitude, les postes de ce genre se donnent à des jeunes gens qui sortent de familles très modestes, qui ont l'habitude d'une certaine discipline et d'une vie austère. Je vous assure, je vous crois, monsieur Malou. Nous avons décidé, mon frère et moi, de vous prendre à l'essai. C'est vous surtout qui aurez à vous rendre compte de vos possibilités d'adaptation à ce genre d'existence. Vous travaillerez avec moi, car mon frère s'occupe plus particulièrement de la fabrication. Quand serez-vous prêt à commencer ? Il faillit répondre tout de suite, car il avait peur de les voir se raviser dès qu'il aurait le dos tourné. « Demain » balbutia-t-il. « Soit, demain. Le bureau ouvre à 9 heures. Les débuts vous décourageront peut-être, car, à cause des réabonnements, c'est la période la plus dure de l'année. Vous avez une bonne écriture ? Assez bonne. Vous ne tapez pas à la machine ? Un peu. Car, pour son dernier Noël, il avait demandé et obtenu une machine à écrire portative. Et, pendant les derniers mois, il s'en était servi pour taper ses devoirs et ses compositions. Alors, à demain, monsieur Malou. Ça y était. C'était fini. Il était un homme. Il gagnait sa vie. Il n'avait pas encore commencé à la gagner, mais il la gagnerait le lendemain. Il y avait un grand triangle dans la cour qu'il traversa. Toute une moitié de la rue du Tram baignait dans le soleil. Il marchait d'un pas vif, et il faillit se diriger vers le collège, d'où ses camarades n'allaient pas tarder à sortir, pour leur annoncer la nouvelle. Mais ils ne comprendraient probablement pas sa joie, sa délivrance. Pour qu'ils comprissent, il y aurait eu trop de choses à leur expliquer, y compris Corinne. Il ne savait pas au juste où s'adresser pour trouver une pension. C'était un monde qu'il ne connaissait pas. Et voilà que soudain, alors qu'il marchait dans la foule, il lui revenait en bouffée des odeurs, des sons, des images. Souvent, quand il se dirigeait vers le collège, il lui arrivait de faire un détour, surtout au printemps, pour passer par la place du marché. La place était vieille, les maisons de guingois. Presque toutes étaient des cafés, des auberges, qui, à 8 heures, regorgeaient de rouliers, de paysannes qu'entouraient des paniers de légumes et de fruits, des cageots pleins de volailles caquetantes. On sentait l'odeur du café et du vin blanc jusqu'au milieu du trottoir. La maison du coin, chapeautée d'ardoises, était plus ancienne que les autres, avec une vaste cour toujours encombrée de charrettes et de carrioles. Des écuries où l'on entendait dans la pénombre le bruit des sabots des chevaux. « Aux 3 pigeons », disait l'enseigne. On descendait 2 marches. Le sol était dallé. De fortes filles allaient d'une table à l'autre. On mangeait à même les tables les victuailles apportées de la campagne. Mais, au-delà d'un corridor qui sentait la campagne aussi, il existait une autre salle, blanchie à la chaux, avec des rideaux aux fenêtres, une table d'hôte au milieu, de petites tables alentour. Pourquoi avait-il toujours rêvé de manger dans cette salle, de dormir dans une de ces chambres où l'on mettait les draps et la literie à aérer sur l'appui des fenêtres? C'était comme un luxe qu'il décidait de se payer. Cela lui donnait tant de joie qu'il en avait un peu honte, le lendemain des obsèques de son père,
et qu'il en demandait mentalement pardon à celui-ci. L'animation était moins grande, aux Trois Pigeons, à cette heure de la journée. La plupart des maraîchers et des paysans étaient repartis. Ceux qui restaient étaient déjà lourds de vin et de marc. « Je voudrais parler à la patronne, s'il vous plaît. » Une porte ouverte laissait voir la cuisine, à droite, avec ses grésillements et ses odeurs fortes. Des filles qui s'affairaient. Une grosse femme au ventre proéminent sous son tablier, qui questionnait d'une voix aiguë. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un jeune homme qui demande à vous parler. » Elle avait une poêle à la main. Elle la posa, essuya ses doigts à son tablier, redressa son chignon et vint se camper derrière le comptoir. « Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, jeune homme ?» Elle aussi sourcilla. Elle aussi dut se demander où elle l'avait vu. « Je vous demande pardon, madame. J'aimerais savoir si vous pouvez me prendre en pension. »« Pour combien de temps ? » ?»« Je ne sais pas. Sans doute pour plusieurs mois. Pour très longtemps. »« Vous arrivez de Paris ? » ?»« Non. »« Vous êtes dans une administration ? Peut-être au tribunal ? Nous avons un de ces messieurs du tribunal qui prend tous ses repas ici. »« Je travaille à l'imprimerie Jaminet. » Elle appela. « Désiré !» Et un homme déjà très vieux, très mou, le pantalon lui tombant sur les reins, se leva d'une table où il buvait avec des clients. « Ce jeune homme voudrait prendre pension chez nous. Est-ce que tu crois que le 13 sera libre ? » « Il n'a pas écrit, n'est-ce pas ? » ?»« Non. Mais il avait annoncé qu'il reviendrait. » »« Du moment qu'il n'a pas écrit. » Un coup d'œil indifférent à Alain. « Tu lui as dit le prix ? » ?»« Pas encore. »« Et tu lui as dit que nous n'aimons pas qu'on rentre tard ? » Parce qu'il devait se lever tôt le matin, à cause du marché. Alain se retrouvait dans le même état d'esprit qu'à l'imprimerie. Il lui semblait qu'il fallait coûte que coûte qu'il obtînt cette chambre 13, et qu'il ne pouvait plus vivre ailleurs que dans cette maison. « Je ne rentre jamais tard. »« À votre âge, ce serait malheureux. Il y a longtemps que vous avez quitté votre famille ? » ?»« Mon père est mort. »« Bon, je comprends. Vous savez, je vous préviens qu'ici, on ne met pas les petits plats dans les grands. C'est à la bonne franquette. Je fais la cuisine moi-même et j'en réponds. Mais pour ce qui est d'avoir des exigences... » Le patron avait regagné sa table, où il se servait du vin en reprenant la conversation avec un couple de paysans. « Vous avez des bagages ? » ?»« Je les apporterai tout à l'heure, dans une demi-heure. »« Vos papiers sont en règle ? » ?»« Je vous les montrerai. » « Pour le prix, ce sera 30 francs par jour, avec un quart de vin aux 2 grands repas. On vous sert des hors-d'œuvre, une entrée, de la viande, du fromage et un dessert ou un fruit. Si vous voulez voir votre chambre... » Il dit non. Il était trop pressé d'être installé dans la maison avec ses affaires. Il ne savait pas encore si le prix correspondait avec ce qu'il allait gagner. Monsieur Jaminet avait oublié de lui citer un chiffre. « Je reviens tout de suite, » dit-il fébrilement. « Vous demeurez ici ? » ?»« Oui, dans une demi-heure. » Et il courut plus tôt qu'il marcha jusqu'à l'hôtel du commerce. Il arrêta un taxi devant la gare, y mit ses valises. Aux Trois Pigeons. Il n'avait pas vu Corinne. Il ne voulait pas s'inquiéter d'elle. Il avait désormais sa vie à lui, et sa hâte était telle d'entrer dans cette vie qu'un embarras de voiture, qui les arrêta un temps à un carrefour, lui apparut comme une menace. Si, en son absence, on lui avait loué la chambre 13. Ces gens-là ne savaient pas son nom. Ils pouvaient croire qu'il ne reviendrait pas. Il se précipita hors de la voiture. « C'est moi, » annonça-t-il. « Bien, vous avez fait vite. Est-ce que vous voulez manger ou commencer par monter vos affaires ? Ces messieurs ne sont pas encore arrivés. Vous avez quelques minutes devant vous. D'habitude, ils se mettent à table à 12h30. Julie, viens ici. Tu conduiras ce jeune homme au 13. Vois d'abord si la chambre est faite. »
Tout était bon. Le vieil escalier, avec ses odeurs, l'étrange couloir, là-haut, aux détours imprévus, aux marches plus imprévues, avec des numéros sur les portes peintes en vert clair, et la lumière déversée du plafond par un lanterneau. La chambre était plus grande qu'il ne pensait, plus grande qu'à l'hôtel du commerce. Le sol fait de petits carreaux rouges, sur lesquels étaient jetées 2 carpettes. Il y avait un lit de fer avec un crucifix au-dessus, une cheminée noire, une toilette sans eau courante, et la fenêtre était si basse, si près du sol, qu'il fallait presque s'agenouiller pour s'y pencher. « Vous avez tout ce qu'il vous faut ?» Une table ronde en acajou, 2 chaises dépareillées, dont l'une à fond de paille, et un fauteuil Voltaire. Quant aux vêtements, on les pendait au mur, où ils étaient cachés par un rideau de cretonne à fleurs. C'était clair. C'était gai. Trop gai. Il s'en voulait d'être si gai. Il se souvenait des regards de Bertrand, son cousin, qui avait tellement l'air de l'envier, des regards de Peters, le rouquin, qui paraissait penser, lui aussi, qu'il avait de la chance. Il en ressentait de la honte. Il murmurait à part lui, en vidant ses valises dont il jetait le contenu sur le lit, « Pardon, papa. » Demain matin, il travaillerait près de mademoiselle Germaine, qu'il n'avait fait qu'entrevoir, mais qu'il aimait déjà, parce qu'elle faisait partie du monde dans lequel il entrait. Et dimanche, il irait rendre visite à François Fouqueray. Pas un moment il ne pensa à sa mère, ni à sa sœur. Il descendit l'escalier qui ne lui était pas encore familier et qui tournait étrangement. Sentit une main sur son épaule. « Par là, jeune homme. Tournez à gauche dans le couloir. Ces messieurs viennent de se mettre à table. » Il rougit en franchissant le seuil de la salle à manger, parce qu'au moment d'entrer dans la vie, il se rendait compte de toutes ses gaucheries, de toute son ignorance. Il avait l'impression d'arriver les mains tellement vides.